Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer radicalement votre vision des événements récents. Alors, restez jusqu'à la fin car les révélations les plus importantes arrivent dans la dernière partie. Les guerres modernes ne se mènent plus avec des chars et des avions, mais avec des récits, des hashtags et des vidéos virales. Elles ne visent plus les territoires, mais les esprits. Et le Maroc est devenu un terrain fertile pour ce type d'attaque. Dans cette analyse, nous allons explorer comment le Qatar, Al Jazeera et d'autres acteurs manipulent l'opinion publique marocaine, notamment sur les questions liées à la Palestine et au port de Tanger Med. Nous verrons comment un peuple qui croit défendre la justice sert en réalité les intérêts d'autres nations. Pour comprendre cette manipulation, il faut d'abord saisir le pouvoir immense des médias dans notre société. Les médias ne sont pas neutres. Ils façonnent les opinions, influencent les comportements et parfois changent le cours de l'histoire. Prenons l'exemple des années 60, quand les industriels du tabac ont transformé la cigarette en symbole d'émancipation féminine. Ils ont lié le tabagisme à la liberté et à la modernité, poussant des millions de femmes à commencer à fumer non par goût, mais par adhésion à un récit fabriqué par des publicitaires. Derrière ce récit séduisant se cachaient des maladies et des vies brisées, tout cela au nom d'une liberté soigneusement programmée. Quelques décennies plus tard, nous avons vu le même phénomène avec l'invasion de l'Irak en 2003. Les médias américains, notamment Fox News, ont martelé jour après jour des messages sur les armes de destruction massive et la menace imminente que représentait Saddam Hussein. L'opinion publique a été conditionnée et la guerre a été lancée, entraînant des centaines de milliers de morts et plongeant un pays entier dans le chaos pendant des décennies. La leçon est simple. Quand on contrôle le récit, on contrôle les décisions. En 2011, pendant le printemps arabe, Al Jazeera a joué un rôle central en façonnant le récit des soulèvements. Ce média ne s'est pas contenté de couvrir les événements, il les a scénarisés, sélectionnant certaines séquences, amplifiant certaines scènes et en effaçant d'autres. Al Jazeera a construit une histoire de peuple se soulevant contre la tyrannie. Mais cette narration servait souvent les intérêts du Qatar plutôt que la vérité. Car Al Jazeera n'est pas un simple média, c'est un levier diplomatique, une arme d'influence déguisée en journalisme. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez continuer à recevoir ce type de contenu qui vous aide à comprendre les enjeux géopolitiques actuels, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche. Cela me permet de continuer à produire des analyses indépendantes et de qualité. Aujourd'hui, cette arme se tourne vers le Maroc, non pour faire éclater la vérité mais pour affaiblir un rival stratégique. En 2017, le Qatar s'est retrouvé isolé diplomatiquement lorsque l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte ont imposé un blocus total. Ces pays accusaient Doha de soutenir le terrorisme, mais en réalité, ils ne supportaient plus l'influence grandissante d'Al Jazeera qui servait directement les intérêts de Qataris. Dans ce contexte tendu, le Maroc a fait un choix rare dans le monde arabe, refuser de suivre le mouvement. Rabat a maintenu ses relations diplomatiques avec Doha et a même envoyé de l'aide humanitaire au peuple qatari. Ce geste fort et risqué était cohérent avec la politique étrangère marocaine qui refuse l'alignement automatique. Mais ce geste n'a jamais été récompensé. Depuis la fin du blocus, le Qatar n'a rien renforcé avec le Maroc et a même laissé ses relais médiatiques multiplier les attaques contre le royaume. L'affaire de Tanger Med illustre parfaitement cette stratégie. Un simple cargo de la compagnie danoise Maersk faisant escale à Tanger Med est devenu, en quelques heures, la preuve supposée d'une complicité du Maroc avec Israël. La rumeur prétendait que ce navire transportait des armes destinées à l'armée israélienne. Cette histoire s'est propagée rapidement sur les réseaux sociaux, relayée par une nébuleuse de comptes souvent politisés et toujours très actifs dès qu'il s'agit de la Palestine. La tension est montée, des hashtags se sont multipliés, des appels à manifester ont été lancés et certains Marocains sont descendus dans la rue. À Tanger, des manifestants ont même tenté de bloquer l'accès au port. Pourtant, la compagnie Maersk a publié un démenti formel. Aucun transport d'armes, aucune livraison pour Israël, aucune irrégularité. Tanger Med est resté ce qu'il a toujours été, un port commercial international dont la sécurité est parmi les plus strictes de la région. Mais la vérité n'a plus d'impact une fois que l'émotion a fait son travail. Le doute était installé, le mal était fait. Cette rumeur n'est pas apparue par hasard. Elle est le fruit d'un climat idéologique entretenu où certains groupes jouent avec les émotions pour servir des intérêts qui dépassent largement la cause palestinienne. Dans cette affaire, ce n'était pas Gaza qu'on voulait défendre, mais le Maroc qu'on cherchait à affaiblir. Tanger Med n'est pas un port comme les autres. C'est le premier port de Méditerranée, l'un des plus performants au monde, un hub logistique stratégique entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique de l'Ouest. C'est grâce à lui que l'industrie marocaine, notamment automobile, a pu se structurer, exporter et devenir l'un des moteurs du PIB national. Ce port est l'un des
Le port est l'un des piliers de la souveraineté économique du Maroc. L'attaquer, même symboliquement, n'est pas anodin mais une opération ciblée. Pour l'exécuter, certains ont choisi l'outil le plus efficace aujourd'hui, l'indignation morale. On a utilisé la Palestine comme prétexte, on a joué sur la sincérité des Marocains, on a mobilisé l'émotion en sachant parfaitement où cela mènerait. Pour comprendre les raisons de cette attaque contre Tanger Med, il faut regarder une carte publiée par Al Jazeera montrant un nouveau corridor maritime reliant le Qatar à l'Afrique du Nord. Sur cette carte, on voit Doha, Mascate, Dubaï, puis Port Saïd en Égypte, Tripoli en Libye, Alger, Tunis, mais aucun passage par le Maroc, aucun arrêt à Tanger. Le plus grand port du continent africain est simplement ignoré. Ce n'est pas un oubli, mais un signal. Le Qatar développe sa propre stratégie logistique, sa propre vision des routes commerciales africaines, et dans cette vision, le Maroc est délibérément exclu. Depuis la fin de l'embargo, Doha a accéléré ses investissements portuaires dans le monde, en Turquie, en Ukraine, aux Pays-Bas et bientôt dans certains ports africains. Le Qatar ne veut plus dépendre de Dubaï, de l'Arabie Saoudite ou même de l'Europe pour ses exportations. Il veut bâtir son propre réseau et dans cette ambition, Tanger Med représente une concurrence directe. Le port marocain attire les plus grandes compagnies de transport maritime, capte une part importante des flux entre l'Afrique et l'Europe et se positionne comme un pont stratégique entre les deux continents. Pour un pays comme le Qatar qui cherche à devenir un acteur logistique global, c'est un obstacle, un rival. Et dans une logique de concurrence géopolitique, un rival ne se combat pas toujours frontalement. Parfois, on le fragilise, on le salit, on alimente des récits qui le rendent moins fréquentable, moins fiable, moins musulman pour les opinions publiques sensibles à la cause palestinienne. C'est exactement ce que permet la rumeur du cargo Maersk. C'est une attaque bien pensée qui s'inscrit dans une guerre d'image, une guerre d'influence, une guerre logistique. Et ce n'est pas la première fois que le Maroc en fait les frais. Tous les pays qui veulent contrôler les routes commerciales de demain savent que Tanger Med est une pièce clé du puzzle méditerranéen. Certains essaient de rivaliser par le développement, d'autres préfèrent passer par la désinformation. Si cette rumeur a pris aussi vite, c'est parce qu'elle a trouvé un terrain prêt à l'absorber. Un terrain émotionnel instable, facile à mobiliser. Le peuple marocain soutient la Palestine. C'est un réflexe culturel, historique, presque identitaire. Mais c'est justement ce réflexe qui devient exploitable. Ce soutien est rarement encadré, rarement orienté, rarement replacé dans une logique d'intérêt national. Il devient une porte d'entrée pour toutes les influences extérieures. Ce qu'on a vu à Tanger, ce sont des manifestants qui bloquent un port marocain sur la base d'une rumeur relayée par des réseaux dont personne ne vérifie les intentions. On a même vu un influenceur jordanien venu pour un événement technologique à Marrakech intervenir publiquement pour attiser la foule. Comment un étranger peut-il se sentir légitime à provoquer une crise sur le sol marocain sans même dissimuler ses intentions? La raison est qu'il sait que le terrain est fertile, que l'émotion dépasse la lucidité. C'est là le cœur du problème. Ce n'est pas la solidarité avec la Palestine qui est en cause, mais la manière dont cette solidarité est utilisée pour créer des troubles au Maroc. Il faut oser le dire clairement. Dénoncer ces manipulations, ce n'est pas trahir la cause palestinienne. Ce n'est pas être pro-israélien, c'est être pro-marocain. Il faut aussi rester lucide et ne pas tomber dans le piège inverse. Israël n'est pas l'ami du Maroc. Dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, seulement des intérêts. Israël et le Maroc travaillent ensemble sur certains dossiers parce qu'ils ont des intérêts communs. Mais cela s'arrête là. Israël tente aussi de faire avancer ses idées au sein de la population marocaine. On voit apparaître des bots, des faux profils, des comptes automatisés qui se font passer pour des Marocains patriotes, mais qui passent leur temps à vanter Israël. Ils essaient fort de créer artificiellement une adhésion populaire, de faire croire que les Marocains considèrent désormais Israël comme un pays frère. C'est une autre forme d'ingérence, moins visible mais tout aussi perverse. Ce qui est inquiétant, c'est que certains Marocains ont tendance à se lier émotionnellement à des pays ou des causes étrangères. On se retrouve avec des citoyens qui sabotent leur propre développement pour satisfaire les récits idéologiques des autres. Et pendant ce temps, l'État se tait. Aucune réaction officielle, aucun démenti, aucun contre-récit. On laisse les réseaux sociaux saturer l'espace, on laisse des figures étrangères imposer leur lecture du monde et on abandonne le terrain de la pédagogie. Ce vide communicationnel est dangereux car il est aussitôt rempli par des discours importés, par des indignations sous influence, par des idéologies qui n'ont que faire de l'intérêt du Maroc. À la fin, ce n'est pas seulement l'image du pays qui en pâtit, c'est sa stabilité, son économie, sa cohésion, c'est la confiance entre l'État et sa population qui s'effrite lentement mais sûrement. Le vide laissé par l'État, combiné à l'émotivité populaire, crée un terrain idéal pour une autre menace, celle des idéologies importées. Aujourd'hui, plusieurs récits circulent au Maroc, des récits séduisants en apparence, généreux dans les mots, mais profondément destructeurs dans les faits.
Et ces récits ne viennent pas du peuple, ils viennent d'ailleurs. Le premier, c'est le panarabisme et son double idéologique, l'islamisme politique. Ils promettent l'unité, la fraternité, la justice entre musulmans, mais servent souvent de cheval de Troie à des puissances étrangères comme le Qatar. Sous prétexte de défendre la Palestine ou de refuser la normalisation, on se retrouve à saboter notre propre pays. Le deuxième, c'est le panafricanisme, un discours qui pousse à ouvrir toujours plus les frontières, à accueillir sans limite, à effacer les spécificités nationales au nom d'un continent uni. C'est une réécriture de l'histoire qui veut ancrer dans l'inconscient collectif marocain une africanité historique. Une africanité historique qui doit être transformée en africanisation du pays. Un danger démographique, économique et culturel qu'il ne faut pas laisser s'installer. Enfin, il y a le gauchisme occidental, un discours qui se présente comme progressiste, mais qui véhicule des valeurs totalement étrangères au socle culturel marocain. Ce gauchisme ne milite pas pour l'égalité mais pour la déconstruction, il ne défend pas la liberté mais l'abolition des repères. Ces trois courants ont un point commun. Ils dissolvent l'idée d'intérêt national, ils culpabilisent ceux qui veulent défendre leur pays et ils servent, consciemment ou non, les intérêts de puissances étrangères. Il faut être clair, ce n'est pas parce qu'un discours vient d'ailleurs qu'il est moderne, ce n'est pas parce qu'il parle d'égalité qu'il est juste. Le Maroc n'est ni l'Afghanistan ni un pays occidental, il n'a pas vocation à devenir un terrain d'expérimentation pour des idéologues déconnectés. C'est un pays qui a ses fondations, son histoire, sa souveraineté et il est temps que tout le monde s'en souvienne. La foule, si elle est bien travaillée, peut commettre les pires trahisons à l'égard de son propre pays. C'est ce qui s'est passé en 1958, à l'âge d'or du panarabisme, quand le peuple syrien a poussé son gouvernement à abandonner toute souveraineté. La Syrie a littéralement disparu, absorbée par l'Égypte de Nasser pour devenir une simple province de la République arabe unie. Un État entier effacé par adhésion idéologique. Ce manque d'éducation politique a failli détruire une nation, et ce que vit la Syrie aujourd'hui est l'héritage direct de cette époque. Quand l'émotion prend le dessus sur la lucidité, voilà le résultat. Ce que cette affaire nous rappelle, c'est qu'un pays peut être attaqué sans qu'aucun missile ne soit tiré. Les guerres ne se mènent pas seulement par les armes, elles se mènent par l'image, par l'émotion, par la rumeur. Elles se mènent sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la rue. Et elles se gagnent ou se perdent sur un seul critère, la lucidité du peuple. Le Maroc a des ennemis, comme tous les pays, mais ce n'est pas ça le plus dangereux. Ce qui est dangereux, c'est quand certains Marocains, par naïveté, par idéologie ou par ignorance, finissent par agir pour ses ennemis sans même s'en rendre compte. Parce qu'on leur a dit que c'était moral, parce qu'on leur a dit que le Maroc n'était qu'un outil, qu'une variable, qu'un pion. Mais le Maroc n'est pas un pion. Le Maroc est une nation, une histoire, une souveraineté, et personne ne devrait avoir à le rappeler. Le débat politique est une chose saine, la critique est une force, le désaccord est une richesse. Mais se diviser pour des causes extérieures, se mobiliser pour des intérêts étrangers, sacrifier notre stabilité pour des slogans venus d'ailleurs, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'inconscience. Il est temps que l'État assume sa part, il est temps que le peuple assume la sienne. On ne peut pas continuer à user de notre liberté pour saboter notre propre pays et ensuite se plaindre de ne pas être respecté. La vérité, c'est que trop souvent notre ouverture est perçue comme une faiblesse et notre hospitalité comme de la naïveté. On croit qu'on va nous aimer pour cela, mais en réalité, on nous utilise pour cela. Il est temps de comprendre que la loyauté des Marocains doit aller dans une seule direction, le Maroc. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez trouvé cette analyse utile, pensez à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail indépendant et engagé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez lucides, restez critiques.